polémique qui ne désenfle pas sur le voyage en avion d'Édouard Philippe, le retour à 350 000 € de Nouvelle-Calédonie entre Tokyo et donc Paris. Est-ce qu'on a raison vraiment de se focaliser là-dessus ? Après la réponse du Premier ministre, on a eu des cellules d'investigation pour vérifier chacune de ces affirmations. Donc, on sait que le fameux Conseil de défense n'a pas eu lieu cette semaine-là, le mercredi comme habituellement, mais le vendredi, à cause du déplacement d'Emmanuel Macron en Algérie. On sait aussi que l'argument selon lequel il fallait qu'il soit rentré avant que le président n'ait quitté le territoire national est recevable, puisque cette règle est dictée par De Gaulle et suivie jusqu'à Valéry Giscard d'Estaing, est revenue au goût du jour après une polémique lancée par Isabelle Balkany contre François Hollande et Emmanuel Valls après un attentat. Bref, les investigateurs ont investigué et on va peut-être pouvoir enfin passer à autre chose. Oui, mais tout de même, Natacha Polony, 350 000 €. Il est normal que ça déclenche des réactions, non ? Certes, mais c'est le type même de la polémique qui n'apporte rien aux citoyens. Bien sûr qu'il faut mesurer les deniers publics, bien sûr qu'il y a eu trop d'abus pendant trop longtemps et que c'est inadmissible quand, en parallèle, on demande des efforts aux Français. On aurait préféré autant de vigilance à propos de la soirée à la gloire du ministre de l'économie Emmanuel Macron à Las Vegas pour 380 000 €. Bon, là, il y avait eu une procédure douteuse, mais ça n'intéressait visiblement pas les journalistes pendant la campagne présidentielle. Mais bon, en matière d'avion, on a aussi reproché à Jean-Luc Mélenchon d'avoir voyagé en première. Et là, sur un vol Tokyo-Paris, il vaut mieux que le Premier ministre puisse s'allonger, ce qu'il ne peut pas faire dans un avion militaire. Bon, cela dit, c'est l'arroseur arrosé. La République En Marche a centré la campagne présidentielle et tous ses débuts sur les questions d'exemplarité. C'est le genre de processus de défiance qu'on a du mal à arrêter. Et pourtant, il y aurait tant d'autres sujets à traiter. Oui, d'accord. Mais qu'est-ce qui serait, selon vous, Natacha, le plus important pour les citoyens ? Eh bien, quand le gouvernement, sur ordre de Bercy, de l'inspection des finances, refuse par exemple un moratoire sur les grandes surfaces alors que 1 million de mètres carrés supplémentaires sont prévus en 2018, qui vont tuer un peu plus les villes moyennes, ça, c'est un vrai scandale qui passe totalement à l'as. Pour l'avenir de la France, les enjeux, ils sont là. Ils sont dans la capacité des politiques à reprendre la main sur le pouvoir oligopolistique des multinationales. C'est beaucoup plus grave qu'un pauvre voyage en avion. Oui, merci Natacha Polony. Yann Guénaud, comme chaque matin, Henri Guénaud, bonjour. Bonjour Patrick. Au-delà des clivages politiques, on prend du recul. Alors là, on va prendre du recul sur une situation que l'on connaît de plus en plus, que certains vont peut-être d'ailleurs prendre pendant ces vacances, c'est Airbnb. Alors pour vous, c'est la fin d'une certaine idée de la ville, parce qu'après Paris et Bordeaux, Lyon s'inquiète à juste titre, selon vous. Oui, cette application Airbnb qui permet à des loueurs privés de louer leurs appartements à des touristes ou à des gens de passage est en train de se répandre comme une traînée de poudre. Comme ça avait été le cas auparavant pour les voitures avec chauffeur Uber, par exemple. Bon. Alors on pourrait se dire au fond c'est pas très grave, et tant mieux si chacun peut tirer un meilleur parti de son patrimoine immobilier. Simplement, ça se répand comme une traînée de poudre pour deux raisons. La première, c'est que il n'y a pas les mêmes charges, évidemment, les mêmes charges ne sont pas imposées aux loueurs privés et aux hôteliers. Bon, c'est une fois de plus. Le principal moteur est celui de la concurrence déloyale. Deuxièmement, ça offre des revenus, ce système offre des revenus beaucoup plus élevés que ceux que peuvent trouver les loueurs, les propriétaires, dans la location à des citoyens ordinaires, classiques, qui travaillent, qui habitent, qui vivent à Paris, à Lyon, à Bordeaux, à Toulouse ou ailleurs. Et ça a des effets qui ne sont pas des effets simplement sur l'économie du tourisme. Ça a des effets sur la ville elle-même, sur la manière dont fonctionne une ville et sur la population de la ville. Il y a un exemple que tout le monde connaît, qui est celui de Venise. À Venise, Airbnb a fait des dégâts considérables parce que les gens les propriétaires préfèrent partir et aller vivre ailleurs pour louer leurs appartements assez chers aux touristes. Donc il ne reste plus que des touristes. Ça modifie tout le cadre, c'est-à-dire tout le cadre des services, ça modifie tout le réseau, toute la trame des commerces. Bref, ça modifie toute la façon de vivre. Et plus évidemment cette trame de commerce, de services se modifie, et plus les gens sont incités, non seulement à cause
des revenus qu'ils peuvent en tirer, mais sont incités à aller ailleurs. Et ça fait par ailleurs, évidemment, pour ceux qui veulent absolument rester, monter les loyers. Oui, bien sûr. Bon, donc, ça change le visage de la ville. Ça change complètement la ville. C'est-à-dire que la ville n'est plus la ville. Le cœur de ville devient une sorte de parc à touristes ou de Disneyland dans lequel il n'y a plus il y a plus de ce qu'on pourrait appeler d'urbanité, de ce qui fait l'intérêt de la ville, ce qui fait l'âme de la ville. On dit souvent que nous vivons dans une civilisation urbaine qui est en voie d'urbanisation dans le monde entier. Les campagnes se vident, les villes grandissent, mais là on risque d'avoir l'urbanisation sans la civilisation, c'est-à-dire ou alors c'est un changement de civilisation, c'est-à-dire que les cœurs de ville sont complètement arrachés à la vie quotidienne de la ville. Et ça n'a rien de virtuel, c'est tout à fait réel. Oui, et donc c'est un sujet. Voilà. Oui. Alors évidemment, il y a des réactions. C'est comme pour Uber, c'est-à-dire que au fond tout ça n'est pas fatal. Ces effets de la numérisation, de la révolution numérique, ne sont pas des effets qui doivent obligatoirement se produire parce que c'est la modernité. Si on fait payer les mêmes charges et si on réglemente cette activité, eh bien, il y aura marginalement des locations de ce genre ou des chauffeurs Uber, mais on ne verra pas les uns détruire le droit social, la protection sociale dans le domaine de la voiture avec chauffeur et les autres détruire la ville. Et je pense que c'est quelque chose dont il faut prendre conscience, mais on voit bien qu'il y a des réactions partout, dans toutes les villes, à la fois contre l'ubérisation et contre l'airbnbisation aussi. En conclusion, alors, que faut-il faire ? Que faut-il essayer de faire, Henri Guénaud ? Face à... En conclusion, je pense qu'il faut taxer fortement les revenus issus de ce genre de location. Et il faut que on paie les mêmes charges, qu'on ait les mêmes contraintes quand on est un loueur privé, sauf quand c'est une activité très marginale et quand on est un hôtelier soumis à la réglementation hôtelière. Voilà. Sinon, il faut à la fois traiter le problème de la déloyauté de la concurrence et en même temps préserver nos centres-villes. De toute façon, nos centres-villes méritent une politique en soi. C'est-à-dire, on ne peut pas évacuer tous les commerces, toute la convivialité du centre-ville. Sinon, dans quel environnement allons-nous vivre ? Oui. Merci Henri Guénaud. Oui, parce qu'il va y avoir une nouvelle taxe pour les automobilistes sur les véhicules d'occasion les plus puissants. Alors ça survient après, il y a eu un projet de vignette, visiblement qui est semi-enterré, parce que ça pourrait revenir, mais c'était un ballon d'essai, on l'a bien vu, en début de semaine. Il y a aussi toutes les restrictions de circulation. On le voit avec la baisse sur les nationales, on va passer à 80 km/h, c'est quasiment acté de la part en fait du gouvernement. On se demande s'il n'y a pas une traque totale aujourd'hui des automobilistes. Christophe Bordet, Jean-Baptiste Giraud. Que voulez-vous que je vous dise, je vous rappelle que Nicolas Hulot est au pouvoir, donc forcément il y a une traque totale des automobilistes. C'est vrai. Il a combien 6 voitures, c'est ça? Oui, alors. Et une moto. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Enfin bon, toujours la même histoire, évidemment. Mais évidemment que les automobilistes, depuis la nuit des temps, c'est l'aspect facile de l'histoire. On peut leur taper dessus, on peut les taxer, etc., etc. Bon, cela étant, en ce qui concerne la taxe là qui pourrait arriver sur les voitures d'occasion et qui serait les véhicules les plus anciens et les plus puissants. Alors voilà. Non, c'est pas les véhicules les plus anciens. C'est au contraire, c'est les voitures récentes, mais de 10 chevaux fiscaux minimum. Pour certaines, oui. Et puis d'autres, derrière aussi, il y a la volonté sur les plus anciennes de faire le ménage. Ça, c'est la prime à la casse, c'est l'inverse. En fait, on est sur des véhicules qui seraient quand même jusqu'à 36 chevaux fiscaux, si j'ai bien compris. Ça, c'est pour les voitures neuves. Ça, c'est pour les voitures neuves. Vous me demandez que vous ne savez pas. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est quand même là 36 chevaux, c'est déjà des grosses voitures. 36 chevaux, c'est la voiture de personne. Je suis pas sûr que les automobilistes auditeurs de Sud Radio roulent tous avec des énormes 4x4. Les 4x4, c'est pas 36 chevaux, des énormes Mercedes ou je ne sais quoi. C'est que les Porsche et les Ferrari, les voitures de luxe. Donc ça ne concerne pas les automobilistes qui écoutent Sud Radio. En revanche, la taxe sur
les voitures d'occasion. Donc ça concerne combien de personnes en France au final? La taxe sur les voitures d'occasion qui est inventée, les automobilistes des Hauts-de-Seine, c'est 10 chevaux, toutes les voitures de plus de 10 chevaux. Et vous savez ce que c'est une voiture de 10 chevaux? Une voiture de 10 chevaux, c'est un break. Une voiture de 10 chevaux, c'est évidemment un 4x4. Une voiture vous vous sentez concerné, vous avez tellement de gamins. C'est une familiale, voilà. C'est une familiale, effectivement. À partir de 10 chevaux, toutes les familiales sont dans cette catégorie et elles vont être taxées, y compris sur les véhicules d'occasion. Mais moi, je vais vous dire... Non, mais la volonté, c'est quoi, finalement, derrière? C'est de favoriser les gens de la voiture, bien sûr. Donc, comment vous favorisez l'électrique? Si c'est pas en tapant sur ceux qui roulent avec des voitures qui sont polluantes, etc. Il n'y a pas d'autre solution, puisque de toute façon... C'est totalement assumé par le gouvernement. Mais de toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Mais voilà, ils ont totalement assumé. C'est une réalité. Mais non, vous avez entendu, on avait évoqué d'ailleurs comme sujet de débat celui-là. Le gouvernement, hier, a dit l'INSEE s'est trompé, il n'y aura pas plus 4,5 milliards d'euros d'impôts qui pèseront sur les ménages l'an prochain, alors que c'est l'INSEE qui est un institut indépendant, mais parce que le gouvernement fait un pari. Et le pari, ils disent, vous n'avez pas encore vu le changement de comportement des gens. Ils font le pari qu'effectivement, les gens vont changer de comportement. C'est-à-dire qu'à force de leur taper dessus, à force de dire, vous avez une voiture qui pollue, donc vous allez payer plus, etc. Punitive. Au bout d'un moment, forcément, les gens vont pas avoir le choix que de changer de voiture et d'avoir une voiture électrique. Mais la vraie question derrière tout ça... Non, sauf qu'il faut être sérieux. Attendez, Christophe, non, mais la vraie question derrière ça... Il faut avoir des modèles qui correspondent. J'allais y venir. Si on m'avait laissé parler. Non, mais la vraie question derrière, c'est d'abord, est-ce qu'il y a assez de voitures électriques produites aujourd'hui? Bien sûr que non. Bien sûr que non. On nous présente toujours la même, la Zoé de chez Renault. Qui représente 60% des ventes en France. La Lift, la Zoé. La Nissan Leaf, c'est le même groupe Renault d'ailleurs. C'est bien là qu'est le problème quand même. C'est-à-dire qu'entre ce que voudraient finalement les politiques et le gouvernement et puis la réalité de la construction automobile, on sent bien qu'on n'est pas tout à fait dans la même phase. Et puis, indépendamment des voitures, il faut pouvoir les charger. Non, mais tout ça permet quand même, pendant un temps, la fiscalité va plus vite. Le temps que l'électrique se mette en place, ça va permettre de faire entrer beaucoup d'argent dans les caisses. Oui. C'est ça le fond de l'histoire. C'est ça le fond de l'histoire. 31 centimes en plus sur le diesel en 4 ans. 15,5 centimes en plus sur l'essence en 4 ans. Ça va faire très très mal. Le plein d'essence, le plein de diesel à partir du 1er janvier, vous allez le sentir passer. Et donc effectivement, soyons logiques jusqu'au bout, c'est le moment effectivement de passer à la voiture électrique ou à la voiture hybride rechargeable. Parce que le problème, attendez. Non, puis autre chose. L'hybride, ça marche bien, ça, l'hybride. Tout ça, c'est bien gentil. Il y a une aide de 1 000 €, je crois, là, à la rentrée, si mes souvenirs sont bons. Alors, oui, une 1000 doublée à 2 000 € pour les ménages modestes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a plein de gens qui vont pas pouvoir changer de voiture.